Dans les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier, l'Iran a été secoué par une série de manifestations dans plus de 80 villes et villages du pays. La révolte a été matée au prix d'au moins 21 morts et quelques 3700 arrestations à travers le pays. Aujourd'hui même, une cérémonie avait lieu dans une banlieue pauvre de Téhéran en mémoire d'un garçon mort en prison. Officiellement, c'est un suicide, mais Amnesty International alerte sur la mort de 5 personnes derrière les barreaux et demande une enquête immédiate et la protection des détenus contre la torture. Ces rassemblements de colère début janvier avait mobilisé beaucoup de jeunes, pauvres et sans emploi, sans perspective d'avenir. Ces derniers jours, à Téhéran, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldani, est allé à la rencontre des jeunes pour leur demander quelles étaient à la fois leurs frustrations et leurs aspirations. Voici son reportage. Au creux de l'hiver et par les temps qui courent, les habitants de Téhéran ne s'attardent pas à l'extérieur en soirée. Mais un lieu semble résister aux basses températures. Le parc Onar Mandan, restaurant, forum d'artistes et carrefour pour la jeunesse éclairée. Étudiants et profs de fac s'y retrouvent pour échanger autour d'une fontaine ou d'un jus de fruits. Abbas est venu avec une poignée d'amis. Jeune graphiste, barbe bien taillée, il fait part de ses soucis d'emploi. Soucis propres à sa génération en Iran puisque le taux de chômage flirte avec les 30%. Pourtant, ce n'est pas sa principale préoccupation. Je m'attends à des améliorations en termes de liberté publique. J'aimerais vraiment que des personnes qui ont des opinions différentes, des opinions totalement opposées, puissent les exprimer librement dans leurs discussions. Nous devons pouvoir coexister et échanger nos points de vue. Nous devons pouvoir confronter ces idées tout en restant en paix. Liberté d'expression pour pouvoir interpeller les dirigeants. Le besoin s'exprime à chaque fois que la question est posée. Devant sa faculté d'art, Ali a la même envie. Mais à quoi bon, dit-il, si nos dirigeants gardent le même comportement? L'approche de la classe politique envers le peuple doit changer. Ils doivent nous écouter et être attentifs à nos demandes, à nos attentes. Leur but, ça doit être d'améliorer notre existence au quotidien. Sa collègue Azalia l'écoute et acquiesce. Son foulard tombe sur ses épaules, elle ne s'en soucie guère. Concentrée sur son smartphone et les réseaux sociaux, elle considère que rien ne changera si les esprits restent fermés. Notre société est encore beaucoup trop traditionnelle. Elle est ancrée dans la religion. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. La conséquence, c'est que nous ne pensons pas pour l'ensemble de la communauté. Les gens cherchent un héros, un guide à suivre. Et à l'arrivée, ils n'ont pas confiance en nous. La religion comme un carcan, la loi islamique perçue comme un frein et pas seulement chez les plus jeunes. Goli a 37 ans, professeur de lettres, elle ne semble plus s'accommoder du mélange entre islam et politique. Nous nous efforçons de donner l'image d'un peuple heureux. Mais au fond de nous, nous subissons des pressions si fortes. La chose la plus énervante, c'est que nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Chacun de nous a 2 ou 3 facettes. Quand tu ne peux pas être toi-même et que tu dois montrer un visage différent, c'est la preuve d'un grand manque de liberté. Par exemple, quand je donne des cours à la fac, je dois porter de très longs habits. Je suis obligée de porter mon voile de façon très serrée, ce que je ne fais pas en dehors. L'origine du problème, dit-elle, c'est le manque d'informations. Elle espérait le voir comblé par la signature de l'accord sur le nucléaire, l'arrivée de capitaux étrangers et la libéralisation d'Internet. Mais 2 ans après, cette signature n'a pas eu l'effet escompté. Voilà, reportage signé Jean-Sébastien Soldani, qui est en ligne avec nous depuis Téhéran. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Alors ces jeunes qu'on vient d'entendre, ils parlent de liberté, mais aussi de manque de confiance, de leurs attentes d'un héros, d'un guide. Est-ce qu'ils représentent toute la jeunesse de l'Iran ? Eh bien ça représente une certaine jeunesse, effectivement. Toute, évidemment, non. Ce que vous venez d'entendre, ils font partie de la jeunesse éduquée, issue de la classe moyenne, vivant à Téhéran. Ce n'est pas la jeunesse des campagnes. Ouais. Et puis, dans la capitale, vous avez aussi une partie des jeunes Iraniens qui est bien loin des préoccupations de la population. La jeunesse du quartier de Fereshté, au nord de la capitale, c'est un quartier très aisé de Téhéran. Ils vivent bien loin des réalités, des difficultés économiques du pays. Et surtout, ils semblent totalement s'affranchir des obligations religieuses. Par exemple, je me suis rendu dans un centre commercial
commerciales où ils ont leurs habitudes. Et là, j'ai vu plusieurs jeunes femmes retirer leur voile, celui qui recouvre leurs cheveux, et le faire intentionnellement. Elles reconnaissent organiser des soirées mixtes avec à la fois des filles et des garçons. À côté de cela, quand vous prenez le bus, par exemple, c'est retour direct à la réalité. 2 compartiments séparés, les femmes montent à l'avant, les hommes à l'arrière, et il y a tout un tas de contradictions comme ça. Alors, fin décembre jusqu'à la semaine dernière, je le rappelais tout à l'heure, il y a eu une série de manifestations dans environ 80 villes du pays. Rien à voir évidemment avec la vague de protestations de 2009, mais pourquoi ces manifs, ces protestations ont-elles fait pchit ? Eh bien, pour 2 raisons principales. La première, elle tient essentiellement aux personnes que vous avez entendues dans le reportage. La jeunesse issue de la classe moyenne, une classe moyenne qui prend de plus en plus de place dans la société, des Iraniens qui ont accédé à un certain statut, à un certain confort ces dernières années. Ils approuvent généralement les manifestations et leurs mots d'ordre, mais ils ne descendent pas dans la rue. Un jeune homme me disait qu'il ne voulait pas tout perdre. Il faut entendre qu'ils ne veulent pas prendre le risque de braquer le gouvernement, le risque qu'il retombe dans ses travers autoritaires, ce qui mettrait un frein à la lente modernisation du pays. Donc c'est un certain pragmatisme en fait. Et l'autre raison, c'est la répression. 21 morts, près de 4000 personnes arrêtées. Ça a dissuadé certains, surtout au moment où les gardiens de la Révolution, l'unité d'élite qui était restée en retrait, ont annoncé qu'ils se déployaient dans certaines provinces. Mais ces jeunes, ils restent quand même très attentifs aux soucis économiques du pays, non ? C'était la raison de ces manifs finalement, la vie chère, le chômage. Oui, on en revient à l'accord sur le nucléaire signé il y a un peu plus de 2 ans. Il avait suscité un immense espoir de relance au sein de la population. À ce sujet, les Iraniens n'avaient que des attentes économiques. Ils ne vous parlent pas, ou très peu, d'ouverture culturelle ni d'ouverture sur le reste du monde. Ce sont essentiellement des espoirs de voir de nombreuses entreprises étrangères venir investir ici et donc donner un coup de pouce en matière d'emploi. Visiblement, le pouvoir a suscité des espoirs un peu trop grands. Il y a eu des investisseurs étrangers, bien sûr, mais à en croire la population, pas autant que prévu. Du coup, beaucoup ne voient pas les retombées économiques de cet accord sur leur quotidien. Le taux de chômage reste élevé. Certains vont jusqu'à dire que, accord ou pas, sanction ou pas, cela ne changera pas grand-chose. Merci pour ces nouvelles d'Iran, Jean-Sébastien. À très bientôt dans les carnets. À bientôt, Sophie.